Ok, bonjour à toutes et à tous pour ce téléséminaire du mois de juin 2021. C'est un très grand plaisir d'accueillir Valerio Vassallo, qui a été le directeur de l'IREM de Lille pendant 8 ans, et qui est maintenant mathématicien en résidence. C'est un concept assez intéressant, assez proche des artistes en résidence, que vous connaissez peut-être, à la Cité des géométries de Maubeuge. Et euh, il a fait un certain nombre d'expositions de mathématiques et d'expositions d'art autour des mathématiques. Et il a fait aussi des films concernant Jean-Pierre Serre ou Jean-Pierre Kahn, et puis tout récemment Étienne Gis. Il fait aussi du théâtre mathématique. Il est spécialisé sur le primaire. Il est missionné par le rectorat de Lille autour du primaire depuis 2017, donc bien avant les référents mathématiques de circonscription, mais bien entendu, il participe à la formation des référents mathématiques de circonscription. Et il est très intéressé par art et mathématiques, et mathématiques et philosophie. Il participe à différentes associations autour de mathématiques et philosophie à Lille, et donc le théâtre et les arts de manière générale. Voilà, je me tais, assez présenté. Donc, je te donne la parole, Valerio. Bien, ben merci beaucoup déjà à Carole Baeux qui m'a invité en première à ce téléséminaire. Et merci à Bernadette Denis et Christian qui ont suivi toute la mise en place de l'organisation. Et je dois dire tout de suite, je suis très honoré, vraiment très honoré du fond du cœur de participer à ce téléséminaire des IREM parce que les IREM, comme il dirait quelqu'un, ça a été et c'est l'est encore toujours ma deuxième famille. Voilà, alors, c'est dit, je commence avec des citations. Déjà, oui, je voulais dire que l'IREM de Lille est représenté parce qu'effectivement, les recherches sont effectuées au sein de l'IREM de Lille. Et aussi, on l'a dit tout à l'heure, juste avant de commencer, aussi avec Aziz El-Kassimi de l'Université de Valenciennes. Donc, c'est un long parcours que je ne peux pas dire quand c'est commencé, c'est effectivement, alors peut-être je pourrais dire même depuis le lycée, cette réflexion que je vous présente aujourd'hui. Donc, c'est un peu les fruits de tout un tas de pensées qui ont mûri tout le long de ma vie d'élèves, d'étudiants à l'université et de chercheurs. Alors, les Palais des Beaux-Arts, vous saurez dans quelques instants pourquoi il est cité. Et vous verrez que la collaboration qui est installée avec les Palais des Beaux-Arts a été très importante pour, disons, ce que je vais raconter aujourd'hui. Alors, j'aime bien des fois certaines citations, et notamment celle que j'ai trouvée d'Alexandre Grothendieck. C'est à celui en toi qui sait être celle, à l'enfant que je voudrais parler et à personne d'autre. C'est-à-dire, je m'adresse à cette partie de nous un peu naïve, encore, qui est restée encore naïve, pour écouter un peu ce que je viens de dire, disons d'une façon assez simple, mais qui peut-être mérite d'être approfondie. Et pour être dans cet état d'esprit, voilà, j'aime bien cette citation de Paul Klee, hein, une ligne, c'est un point qui est parti en promenade. C'est toujours pour rester dans cet esprit d'enfant, c'est-à-dire d'ouverture. Voilà, pour moi, ça veut dire ça, l'enfant qui est en moi, hein, dans les petits Valerio, si vous voulez. Alors, la genèse du projet est liée à une question qui a été soulevée par Emma Castelnuovo en 1967 dans le bulletin de l'Union mathématique italienne, où elle s'est posé la question si è possibile un'educazione al saper vedere in matematica. Est-il possible une éducation au savoir voir en mathématiques? Et donc, cette question d'Emma réfléchissait disons, une autre réflexion, celle de Bruno De Finetti,
un grand mathématicien, probabiliste et statisticien, qu'il avait écrit un livre, un petit livre, Les savoirs voir en mathématiques, en 1967. Alors, cette interrogation, disons, si vous voulez, est une interrogation qui se pose tout professeur de mathématiques. Pourquoi mes élèves ne voient-ils pas ce que je vois? Et nous posons, en tant que chercheurs ou professeurs de mathématiques, la même question entre collègues. Pourquoi mon collègue ne voit-il pas ce que je vois? Alors, sans connaître les travaux très intéressants d'Emma Castelnuovo et de Bruno De Finetti, son livre, il est magnifique, dommage qu'il n'ait plus édité, ça mériterait une traduction en français. J'ai commencé ma recherche en me posant des questions qui traversaient mon esprit depuis ma jeunesse. Pourquoi ma façon de voir un objet, une personne, un tableau ou d'analyser une situation n'était pas la même que celle d'un jeune de mon âge ou d'un adulte? Il s'agit de questions apparemment simples, mais qui peuvent éveiller la curiosité, non seulement car elles révèlent la différence et la richesse des façons de voir entre les êtres humains, mais aussi parce qu'elles soulèvent notamment une question qui, à mon avis, c'est une question très importante, la construction des connaissances. Comment chacun de nous construit ses connaissances et en fonction de cette construction, après, le dialogue est plus ou moins facile. Alors, c'est un problème général, ça ne concerne pas seulement les mathématiques. Et cette construction des connaissances, a lieu dans des contextes différents. Dans la solitude de son bureau, en famille, en société et à l'école. Et l'école, à tous les niveaux, n'a fait qu'amplifier cette question, car mes professeurs, en particulier ceux des mathématiques, disaient d'une façon péremptoire, c'est ainsi, ça se voit. Mais pourquoi parfois, disons même souvent, je ne voyais pas ce que les professeurs voyaient? Alors, les années passant, cette question est devenue presque une question obsessionnelle. Puis une recherche, disons depuis 20 ans environ, pendant lesquelles je me suis posé à peu près les mêmes questions qu'Emma Castelnuovo et Bruno De Finetti. Et j'ai fini par me consacrer complètement à la recherche des réponses à ces questions. J'ai fini par me convaincre que les non-voir, les voir différemment, l'être prévoyant, visionnaire, sont des faces distinctes d'une même médaille. D'un côté, celle des difficultés à voir et de l'autre côté, celle de la créativité. Donc, blocage et créativité vont ensemble. Alors, il me fallait des mètres enfin, quelques mètres, disons, plusieurs même, dans cette recherche. Un a été cité tout à l'heure par Dominique Tournès, c'était Rudolf Kusch, sans doute, qui avait souvent un t-shirt sur lequel il y avait l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, qui disait «Chi segue sempre gli altri non passa mai davanti». Alors, qui suit toujours les autres ne passe jamais devant. Donc, il ne faut pas toujours être dans un mouvement, il faut à un moment donné faire un pas de côté. Mais Michelangelo, qui est à côté, il disait aussi à peu près la même chose, qui marche derrière d'autres ne passe jamais devant eux, qui ne fait rien de bien par lui-même ne peut pas profiter des œuvres des autres. Alors, j'ai suivi les conseils de Leonardo et de Michelangelo, j'ai cherché dans les directions les plus variées, celle de la compréhension des raisons qui pouvaient être à l'origine des difficultés à voir et celle de la compréhension des moments de grâce où tout devient clair. Et alors, pour notre joie, la plus grande, nous sommes créatifs et avons beaucoup d'idées. Alors, dans différentes situations, disons mathématiques pour l'instant, j'ai croisé des étudiants qui rencontraient des blocages sur lesquels j'ai bloqué également, et mes collègues aussi. Alors, je donnerai des exemples. Et depuis le début, ces difficultés m'ont encouragé à créer une sorte de musée, pour être un peu en résonance avec le musée des Beaux-Arts de Lille, dans lequel les tableaux seraient remplacés par des configurations géométriques, surtout celles qui posaient des problèmes non seulement à des étudiants très forts,
mais aussi à des universitaires expérimentés. On peut déjà se demander comment mener de telles recherches. Alors, c'est ce parcours que je vais vous raconter aujourd'hui, en attendant l'essai que je suis en train d'écrire sur le sujet. Alors, pour le moment, je suis en train d'écrire, parce qu'on me l'a demandé, un article pour une revue italienne qui sortira en septembre, mais j'ai hâte de traduire, évidemment, de l'italien en français cet article. Ce parcours m'a amené à observer les mathématiques, disons même leur fonctionnement, de l'école maternelle jusqu'à l'université, en observant de plus près ce qui se passe au collège et au lycée. Alors, de nombreux exemples illustreront ces parcours. Alors, à gauche, vous voyez une photo d'une classe, une vieille photo d'une classe d'école primaire, et à droite, certains ils l'auront reconnu, Grothendieck à l'IHS pendant un de ses cours. Alors, tout d'abord, je tiens à préciser quelques points qui me semblent cruciaux pour mener cette recherche. Il est important de disposer de beaucoup d'exemples pour lesquels les élèves, les étudiants, les collègues ont rencontré des difficultés. Là où il n'y a pas de difficultés, c'est intéressant d'y réfléchir, mais c'est important d'avoir ces exemples où on a séché. Il est également important de disposer de beaucoup d'exemples où nous-mêmes avons rencontré des difficultés. Il est judicieux de choisir des configurations géométriques où il ne faut pas recourir à des constructions auxiliaires et d'autres pour lesquelles les constructions auxiliaires s'imposent. On verra qu'il y a une différence entre configurations géométriques où il n'y a pas besoin de constructions auxiliaires et les configurations géométriques où il y en a besoin. Et puis mener une enquête pour chaque exemple afin de dresser une liste, même approximative, des difficultés rencontrées pour voir. Proposer des ateliers, enfin, arts et mathématiques, que j'ai nommés cours liés, et dans lesquels les notes seront remplacées, si besoin, par une auto-évaluation. L'élève apprendra du plus jeune âge l'essence de l'expression être exigeant par rapport à soi-même. Alors, ces cours liés, j'expliquerai aussi dans un instant qu'est-ce que j'entends par cours liés. Ensuite, ce que je propose dans cette recherche, dans cette réflexion, dans cette recherche, c'est de quitter le domaine des mathématiques, parce qu'on est trop dedans des fois, et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire ce que je dis, faire un pas de côté. Et j'ai choisi comme deuxième domaine d'enquête la peinture. Alors, c'est là pour deux raisons. La première, j'aime bien dessiner, même si ces derniers temps, c'est plutôt la sculpture qui m'intéresse, et je reviendrai aussi sur la sculpture. Et la deuxième, c'est parce que la peinture est un domaine excellent pour réfléchir au blocage et à la créativité. Mais comme je l'ai écrit, j'aurais pu choisir la sculpture, la photographie, le cinéma, la littérature, et je reviendrai plus tard sur ces points. Alors, dans le domaine de la peinture, évidemment, n'étant pas spécialiste du domaine, juste un amateur de dessin, disons un domaine même inconnu, il était important de me former sur des livres. Alors, lesquels? Eh bien, deux se sont imposés presque tout de suite. Et le troisième, je l'ai découvert grâce à Francis Trincaretto, le président de la Cité de géométrie de Maubeuge, dont il parlait Christian, qui connaît mes sujets de recherche. Et donc, un de ces livres, c'est Au niveau rien de Daniel Arras, et le deuxième, toujours de Daniel Arras, Histoire de peinture. Histoire de peinture, c'est un recueil de conférences qu'il a fait sur France Culture Daniel Arras, et puis cet ensemble de conférences a donné lieu à ce livre. Et puis le dernier, magnifique, Histoire d'œil de Philippe Costamagne aux éditions Grasset, et sur lequel je reviendrai avec quelques citations pour les trois livres. Alors, les regards en mathématiques, c'est, il me semble, surtout pour des collègues, important d'y revenir tout de suite. Alors, je présente ici, je l'ai appelé un tableau comme si c'était une peinture, c'est le tableau géométrique de Vecten de 1817, que j'ai mis en titre, comme on le trouve sur les cartels au Palais des Beaux-Arts, dans tous les musées de France
et ailleurs. Je l'ai appelé une rencontre inattendue. Alors, je commence avec les configurations dans lesquelles il n'y a pas besoin de construction auxiliaire, c'est-à-dire il y a un problème, un énoncé, et il suffit de bien connaître son cours pour aborder les problèmes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, pour aborder un problème comme celui que je vais énoncer, ben, il faut, je pense, une éducation au regard. Alors, le problème est le suivant. Alors là, je vais voir, voilà, je vais vous l'énoncer directement sur... l'énoncé, ça se trouve ici, hein, mais je reviens sur la configuration, c'est plus intéressant. Donc, vous avez un triangle ABC. Sur les deux côtés AB et AC du triangle, vous construisez deux carrés, les carrés ABDE et les carrés ACFG. Et puis, vous menez les deux segments DC et BF. Donc, tout ça, c'est donné. Et ensuite, donc, vous construisez les deux perpendiculaires BM et CN, BM perpendiculaire à DC et puis CN perpendiculaire à BF. Alors, ces deux perpendiculaires, disons, bon, il faudrait démontrer qu'ils ne sont pas parallèles, elles vont se rencontrer en un point I. Alors, voilà, c'est là la rencontre inattendue, que donc, ces points I, c'est rien d'autre que le prolongement de la hauteur AH. Et c'est ça que j'appelle la rencontre inattendue. Après, bon, la suite du problème, je peux revenir sur l'énoncé, démontrer que les droites DC et BF, alors DC et BF, voilà, se rencontrent elles aussi sur la droite AH en un point O. Bon, ça c'est facile, c'est la partie facile de l'énoncé. Donc, je reviens sur la partie qui a posé problème. La partie qui a posé problème, c'était justement de prouver que BM, CN et H sont concurrents en un point I. Alors, ces sujets, comment je les trouvais? Alors, je les trouvais, c'était des élèves du lycée Louis-le-Grand qui avaient eu ces problèmes. Et une des élèves était la fille d'une de nos collègues qui a ramené le problème à Lille. Et puis, bon, on discutait avec elle, avec François Richer aussi, directeur de l'IREM de Lille, hein, avec qui on partage ses recherches aussi. Et on se disait comment on peut faire parce que, bon, il disait, moi aussi, j'ai eu du mal à démontrer que ces trois droites sont concurrentes. Alors, la construction était belle et je trouvais que le problème il était intéressant. Alors, j'ai accepté le défi d'aller chercher la solution. Alors, j'ai oublié d'amener les cahiers dans lesquels je vais commencer à chercher la solution. Et il y avait plein de dessins, plein de constructions auxiliaires, etc. Et puis, finalement, j'ai décidé de tout effacer et de rien faire. Et surtout, mais seulement, on va dire, regarder les bras croisés, la figure, pendant 15 minutes environ. Et alors, la solution, au bout de 15 minutes, s'est levée de la feuille, elle est venue vers moi, et j'étais heureux. Alors, bon, évidemment, là, je veux dire, il faudrait vous reproduisez cette configuration qui probablement vous retrouverez si la conférence reste en ligne, vous retrouverez. Donc, c'était vraiment très intéressant. L'autre exemple que je voulais vous donner, c'est un exemple dans lequel, alors là, tout à l'heure, c'était des élèves de seconde du lycée Louis-le-Grand, donc quand même, c'était des élèves, comme vous savez, d'un lycée d'élite, donc des élèves choisis. Là, c'est nos étudiants des troisième année de licence, donc où il y a un cours que j'ai eu le plaisir de créer, donc géométrie élémentaire d'un point de vue supérieur, dans lequel, bon, on s'amuse, entre autres,
à résoudre des problèmes de géométrie euclidienne. Vous avez un triangle ABC, on considère les cercles inscrits dans les triangles ABC et dont nous connaissons les mesures des côtés, petit a, petit b, petit c. Et puis, on considère une tangente à ces cercles, une tangente quelconque, et on va nommer M et N les deux points d'intersection de cette tangente avec les côtés AB et BC. Et la question est quel est le périmètre donc du triangle marron que vous voyez dans la figure. Bon, en fonction évidemment de ce qu'on connaît, c'est-à-dire les mesures des côtés petit a, petit b, petit c. Voilà, donc ça c'est un autre problème, hein. Vous pouvez vous amuser avec, hein, c'est très intéressant, mais là, il y a eu un souci. Aucun étudiant en troisième année de licence, donc 2017-2018, donc je vous parle d'il y a que 2-3 ans, a su trouver le chemin pour arriver à la solution du problème posé par les collègues qui étaient quand même un peu désespérés. Et dans cet exercice, il n'y avait rien à faire, les étudiants n'ont rien vu. Pourquoi? Effectivement, il ne fallait pas voir peut-être énormément de choses, mais il fallait voir quand même que dans cette configuration-là, c'est-à-dire celle-ci, ben, vous avez plusieurs cas de la configuration suivante, c'est-à-dire vous avez un point P extérieur en cercle, vous menez les deux tangentes issues de P au cercle, donc PT et PT', et bien, comme on peut le démontrer facilement avec le théorème de Pythagore, PT égale PT'. Donc bon, une fois qu'on sait ça, ben, on revient à la configuration, et là, il y a plein de situations dans lesquelles il suffisait de voir que il y avait ces cas-là, c'est-à-dire un point extérieur en cercle et puis des tangentes qui sont menées à ce cercle. Alors, ça pose problème quand même parce que, bon, je vous parle donc d'étudiants, c'est de Louis-le-Grand, c'était quand même il y a pas mal d'années, c'est de troisième année, c'est plus récent. Et j'ai accumulé assez d'exemples, même récemment, pour voir que ces problèmes de vision quand même restent. Alors, les niveaux de regard montent lorsque les constructions et les opérations auxiliaires s'imposent. Alors, dans ces cas, en plus du regard et des connaissances, il est nécessaire d'avoir une bonne pratique de la recherche, un grand esprit d'initiative et une confiance en soi considérable. Et je vous donne quelques exemples, pas toujours faciles à traiter. Alors, le premier, c'est peut-être pour moi, point de vue historique, c'est peut-être celui d'Euclide, hein, de montrer que la somme des angles antérieurs dans un angle ABC est un angle plat. Alors bon, là, même qu'on regarde, on ne voit pas. On sait très bien que dans ces cas-là, il faut mener une parallèle, par exemple une parallèle à AB, passant par les sommets C, et là, avec, disons, les connaissances relatives aux angles alternes-internes, on arrive à démontrer que bon, cet angle-là, c'est un angle plat. Donc là, on est dans les cas, on va dire, faciles. Mais il fallait y penser. Hein, il fallait y penser à mener cette parallèle, même si peut-être pour les cas de construction auxiliaire, il y a des situations dans lesquelles on est un peu mis sur le chemin. Mais ça ne va pas de soi, tout ça. Alors, comme je le disais, je pense qu'historiquement, c'est le premier énoncé où regard et pensée sont en action. Et probablement, c'est un des messages que j'ai reçus quand j'étais étudiant au lycée, et effectivement, que c'était une piste à explorer, cette piste-là. Après, un autre exemple, alors là, c'est Aziz, qui justement, Aziz El-Kassimi, qui est un collègue, un ami qu'on a vu tout à l'heure, hein, qui a trouvé ces problèmes sur un blog et que j'ai nommé la rose de Sophie. Alors, il s'agit du problème suivant, peut-être certains connaissent. Vous avez un triangle équilatéral, ABC,
et on suppose qu'il existe un point P à l'intérieur du triangle tel que la distance PA égale 3, la distance PB égale 4, la distance PC égale 5. Et la question était, quelle est l'aire du triangle ABC? Alors, l'internaute, évidemment, cherchait une solution. Et alors, je cite cet exemple aussi pour une autre raison, parce que c'est le premier exemple de problème donné à mes étudiants, leur disant que j'avais eu une idée, mais que je n'arrivais pas à avancer après une semaine d'observation sur la figure. J'avoue que je commençais un peu à en avoir marre de ne pas avancer. Alors, bon, il y a des moments où, voilà, j'aime bien, je pense que ça fait partie d'une démarche d'un enseignant, de savoir dire aux étudiants, voilà, bon, là, j'essaie, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée, peut-être j'ai plus envie d'y penser, c'est pas vraiment dans l'esprit courant de l'enseignant de mathématiques, mais par moment, il faut aussi montrer que les professeurs ne savent pas tout. Alors, j'avais eu quand même une idée, celle de considérer les symétriques du point P par rapport à chacun de ses côtés. Donc, je reviens sur la figure. Donc, là, c'était le point P. Donc, je m'étais dit, bon, peut-être que je peux considérer les symétriques. Bon, pourquoi? Je ne sais pas. Et puis, bon, je l'énonce aux étudiants de CAPES. Et Sophie, une étudiante, une semaine après, retourna avec la solution que je vous laisse chercher. Alors, faut dire que ce problème donc a aussi l'intérêt parce que, bon, bien sûr, hein, il y a 3, 4, 5, d'accord? Mais la solution que, bon, cette solution est considérée symétrique peut aussi nous libérer de la contrainte 3, 4, 5. Donc, et puis, c'est un problème qui aussi il est intéressant parce que comme il est trouvé sur un blog et pas à la fin d'un chapitre d'un livre sur le tel ou tel autre sujet, ben, il nous met vraiment en condition de recherche. Voilà, alors bon, j'ai d'autres exemples, mais là, je vais un peu passer outre parce que, bon, le temps passe et je voudrais vous raconter, disons, un peu plusieurs choses sur différents sujets. Hein. Et donc, notamment, par exemple, sur le fait que cette éducation au regard ne passe pas seulement sur voir certaines choses sur les configurations ou prendre des initiatives au niveau des constructions auxiliaires, mais elle se présente aussi dans d'autres domaines des mathématiques. Et j'ai voulu prendre un exemple que j'aime bien, c'est celui de la transformation de la somme à x carré plus bx plus c en produit. Et alors ici, il y a quelque chose que aussi les professeurs de mathématiques trouvent que c'est naturel, mais c'est naturel une fois qu'on est professeur de mathématiques, mais peut-être une fois qu'on est étudiant, enfin quand on est étudiant, ça ne va pas de soi de rajouter 0 et multiplier par 1. Et là, je trouve qu'effectivement, bon, avec des passages, bon, on est entre collègues ici, donc tout le monde connaît, on arrive effectivement au résultat cherché avec cette magie-là, magie entre guillemets, hein, de l'algèbre. Alors, l'éducation au regard, donc, passe aussi par cette idée que des fois, on peut rajouter 0, on peut multiplier par 1, et on verra d'autres exemples à ce sujet. Et l'autre exemple, justement, c'est quand on veut démontrer que si on a une suite convergente, celle-là ne peut pas mettre deux limites différentes, parce qu'on sait très bien qu'en raisonnant par l'absurde, que si on avait deux limites distinctes, eh bien, à partir d'un indice n0 commun, on aurait définitivement valeur absolue de n moins L inférieure à epsilon et valeur absolue de n moins lambda inférieure à epsilon. Et puis, c'est là qu'il s'opère la petite magie, qu'on rajoute et on enlève à n, et on arrive à l'inégalité que valeur absolue de L moins lambda est plus petit que 2 epsilon, et puisque l'epsilon est arbitraire, et donc 2 epsilon aussi, on arrive à valeur absolue de L moins lambda égale à 0, c'est-à-dire L égale lambda. Alors, bon, c'est aussi des exemples de beauté hein, sur lesquels on peut réfléchir, beauté de l'algèbre, beauté de l'analyse. On rajoute, on traite de suite, alors est-ce qu'on est dans l'analyse? Je laisse les questions ouvertes.
Alors, dans les arts, bon, ben, il y a eu des expériences ont été menées donc, dans des classes du cycle 3, donc CM1, CM2 et 6e, à Lille, en centre-ville de Lille, mais dans des classes qui sont dans des écoles qui sont considérées REP+, donc où il y a énormément de problèmes au niveau de la discipline, de tout ce que vous pouvez imaginer. Alors ici, on a amené donc, je commence un peu à parler du dispositif dont je suis à l'origine. On amène les élèves au Palais des Beaux-Arts de Lille, on les met devant un tableau, et devant les tableaux, ici c'est les vieilles de Goya, les élèves sont invités à faire déjà 1 ou 2 minutes de silence. Alors, le silence a un rôle très important pour la concentration, pour préparer aussi les remarques qui seront faites sur les tableaux. Et ensuite, les élèves, par une historienne de l'art, donc je citerai tout à l'heure, hein, Marie-Josée Parisot, qui a travaillé avec moi sur ces recherches ces 3 dernières années. Les élèves sont invités à parler du tableau. Alors, précédemment, ils n'ont pas travaillé vraiment sur le tableau lui-même, sauf exception. Et donc, ils doivent dire tout ce qu'ils peuvent voir du tableau. L'historien de l'art reçoit les remarques, il va écarter peut-être les remarques qui sont pas vraiment à propos, mais toujours dans le respect des uns et des autres. Hein. Et l'important, c'est vraiment de participer à déchiffrer les tableaux. Et une fois que les élèves ils ont fait pendant 1 heure ce travail d'historien de l'art, on pourrait dire, en herbe, et bien l'historien de l'art résume les remarques des uns et des autres pour faire un commentaire global du tableau, et ils pourront ainsi, les élèves, partir avec une idée précise du tableau et avec les remarques intégrées dans la réflexion de l'historien de l'art. Ensuite, ce qu'on propose, c'est de rester 5-10 minutes pour un croquis de l'œuvre ou d'une partie de l'œuvre d'un détail qui leur plaît et qui peuvent dessiner. Et disons, pratique qui permet aussi cette éducation au regard. Donc, ça fait partie de l'éducation au regard. Ensuite, les professeurs, voilà, les professeurs qui accompagnaient la classe avaient proposé une configuration. Dans ces cas-là, c'est simple, mais méfiez-vous, mes professeurs d'école primaire et de collège ont donné des configurations bien plus difficiles. Bon, celle-là, c'était une des premières dans les expérimentations. Donc, il y avait le triangle équilatéral et il fallait construire les 3 demi-cercles autour de ce triangle équilatéral. Mais avant de procéder à la construction, les élèves, comme devant le tableau, sont invités à donner une explication de ce qu'ils voient. Donc, à restituer les propriétés concernant les figures, à dire qu'il s'agit de triangles, qu'il s'agit de demi-cercles, si le triangle est équilatéral ou si le triangle, c'est un triangle rectangle, c'est un triangle isocèle. Et puis expliquer aussi les procédés de construction. Après l'exécution, disons, on va dire, ça fait partie d'une éducation à la précision de la figure. Et justement, Christian Mercat citait mon interview à Jean-Pierre Serre. Jean-Pierre Serre, dans l'interview que j'ai menée, qui s'appelle La Reconnaissance, vous la trouverez facilement sur YouTube. Jean-Pierre Serre, s'il cite une chose concernant ses enseignants, c'est vraiment l'élégance, la précision avec laquelle il faisait ses figures. Je ne dis pas que Jean-Pierre Serre est devenu Jean-Pierre Serre grâce à ça, mais sûrement, je vais bien croire que ces raffinements, cette précision dans les constructions a participé à sa formation. En tout cas, c'est lui-même qui le dit.
Alors, j'ai demandé aux élèves s'ils avaient compris pourquoi ces deux activités. La réponse est arrivée très vite. Une jeune fille a levé la main et a dit, il me semble que si on comprend bien la composition d'un tableau, alors cela aide à mieux comprendre une configuration mathématique. Et elle a rajouté, j'ai préféré les activités dans cet ordre, cela m'a aidé. Alors cela, ça l'a aidé, je vais vous dire pourquoi, en partie, en tout cas, c'est parce que les élèves, ils ont plus de facilité à parler autour d'un tableau que parler autour d'une configuration mathématique. Mais quand, dans le cadre de ces cours liés, comme la parole a été libérée avant, sans complexe, eh bien, ces mêmes mouvements par une sorte de force d'inertie intellectuelle et continue dans la séance d'après. Alors, le vieil de Goya, c'était un exemple. L'autre exemple que j'aime bien montrer, c'est le tableau Bélisaire demandant l'aumône de Jacques-Louis David. Donc, c'est un des chefs-d'œuvre du Palais des Beaux-Arts de Lille. Et donc, c'est aussi celui qu'on a présenté dans les formations, dans les stages de formation à l'éducation au regard à l'IREM de Lille. Alors, Jacques-Louis David. Jacques-Louis David, bon, juste pour vous situer, hein, donc on est autour de 1781. Il sait qu'il a du talent, il veut rentrer à l'académie, mais pour faire ça, ben, il faut quand même une carte de visite. Et alors, il fera tout pour devenir pensionnaire de l'Académie française de peinture à Rome et il choisit comme, ou lui est donné comme sujet les héros déchus. Alors, probablement l'idée est venue du récit de Jean-François Marmontel, Bélisaire, dans lequel on parle de ce général, hein, qui était un général qui avait eu beaucoup de succès, très jeune, à 25 ans, il avait gagné beaucoup de batailles, etc. Mais probablement, comme toute personne qui a du succès, suscite aussi de la jalousie. Et alors, bon, et malheureusement, il avait été emprisonné et apparemment rendu aveugle. Alors là, dans le tableau, évidemment, ici, c'est un peu difficile, mais de voir ce que je veux dire, mais disons, bon, on prendra ça en toute confiance. Alors, quand on montre ça, bon, je focalise sur certains éléments du tableau, comme par exemple ici les casques. Alors, bon, souvent les stagiaires, hein, ils voient bien qu'il s'agit d'un casque très travaillé et sans doute mieux travaillé que les casques du soldat qui est à côté, voilà, et qui a aussi une expression qui pourrait être des surprises, parce qu'il peut se poser la question comment ça se fait que son général, il en est à demander l'aumône. Et puis, si on regarde bien cet homme, finalement, il est aveugle, et effectivement, l'histoire raconterait qu'il avait été privé de tous ses biens et mis en prison, rendu aveugle et donc bon, obligé de demander l'aumône. Ensuite, sur le fond, il y a quelques petites perplexités. Est-ce qu'on est à Constantinople où se déroule la vie de Bélisaire ou c'est Rome? Alors certains pensent que ça pourrait être Rome et que Jacques-Louis David aurait voulu rendre hommage à la ville qui lui a permis de réaliser ses chefs-d'œuvre et qui aurait mis des ruines de Rome. Donc les élèves comme les stagiaires sont invités à parler librement, tranquillement, sur les tableaux. Alors, il y a d'autres exemples sur lesquels je ne vais pas m'attarder parce que le temps passe. Donc là, c'est un tableau donc, de Luc-Olivier Merson, le loup de Gubbio, de 1877, que voici. Là aussi, on a amené les élèves, on a eu des séances passionnantes avec des élèves, soi-disant des turbulents, etc., mais très concentrés sur chaque tableau, et en particulier sur celui-là. Alors, je résume, hein, c'est l'histoire du loup de Gubbio. Gubbio, c'est un petit village de l'Ombrie, et on raconte qu'il y avait des meutes de loups qui
ravagé les coins et que donc on avait demandé à Saint François d'Assise, qui était là à l'époque, de calmer un peu tous ces loups. Et donc finalement, ces loups, ils étaient devenus tellement tranquilles qu'ils pouvaient aller voilà, chez les bouchers du village, manger de la viande, bon, même s'il y avait quelques chats qui étaient un peu perplexes, mais il y avait quand même quelques chiens qui restaient tranquilles. La vie, elle se déroulait tranquillement. Il y a plein de détails dans ce tableau que les élèves ils nous ont rapportés. Alors, je voudrais parler maintenant de tous ces croisements qu'on a pu réussir à réaliser et entre peinture et mathématiques. Et évidemment, j'étais énormément aidé par la présence du Palais des Beaux-Arts de Lille, que si vous venez à Lille, évidemment, je vous invite à visiter. Magnifique palais de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur avec tous ces chefs-d'œuvre. Et j'ai parlé donc de David, hein, mais on a travaillé sur énormément de tableaux. Pendant 3 ans, on a eu le temps de travailler sur Delacroix, Rubens, Mignard, Millet, parce qu'on a eu une expo Millet en 2017. Et puis, donc, Luc-Olivier de Merson, que je viens de citer, Goya, et puis sur quelques sculptures sur lesquelles je reviendrai, de Denis Foyetté, Théophile Bras, et après sur quelques PowerPoint, parce qu'on ne s'est pas déplacé à Paris, concernant Auguste Rodin. Voilà, alors désolé, j'espère ce qui est arrivé à mon Ulysse et à mon... et aux autres, disons, aux œuvres qui sont retournées, mais voilà, donc les œuvres de Foyetté, Théophile Bras et les penseurs de Rodin. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, Ulysse et Spartacus, ils se sont renversés. Évidemment, tout ça, c'est l'occasion aussi pour parler des mythologies, parce que quand on parle d'Ulysse, ben, on sait très bien, hein, on fait référence à l'Odyssée, au voyage d'Ulysse, à toute la symbolique qu'il y a derrière, et évidemment à tout ce qui peut évoquer ces voyages, à tous les éléments historiques ou mythologiques, et l'histoire aussi de Spartacus et de l'esclavage, ça a été des sujets qui ont été traités. Et bien sûr aussi, concernant les penseurs de Rodin, la question, il y a eu beaucoup de questions, et notamment la question qu'est-ce qui regarde ces penseurs. Alors, dans la suite, j'ai prévu de m'intéresser aussi à l'art contemporain, mais aux œuvres du Musée du Lam, c'est-à-dire aux œuvres modernes. Donc, je sais que certains collègues sont intéressés à cette question. Pourquoi Alors, parce que ben, il faut une éducation aussi à l'art. Donc, quand on dit l'art, pas seulement l'art classique, aussi l'art moderne, ben, c'est des domaines assez complexes et assez lointains parfois. Et à Rome, je n'ai fait allusion dans les résumés. Donc, à Lille, il y a eu une collaboration fructueuse entre l'IREM, le rectorat, les palais des beaux-arts de Lille, et à Rome, entre les départements de mathématiques et les palais Barberini de Rome. Alors, il y a eu... pourquoi il y a eu cette collaboration? Ben parce que des collègues de Rome sont venus assister au stage PAF que je menais à l'IREM de Lille. Ils ont aimé cette façon d'approcher les mathématiques et donc ils ont mis en place une collaboration entre le département de maths de la Sapienza et les palais Barberini et la Galleria Corsini. Et donc à Rome, évidemment en période de pandémie, les choses sont toutes plus compliquées, mais en période hors pandémie, il y a eu donc des expérimentations dans ce sens, au point que, si vous voulez, en 2018, en mai 2018, a été organisé un colloque donc, sur ces expérimentations, un colloque un jour au Palais Barberini et un jour à l'Université La Sapienza. Alors, je voudrais aller plus loin avec vous sur les croisements entre art et mathématiques, surtout à la lecture de tous les livres hein, que j'ai pu consulter, donc et travailler même, mais aussi sur les vies d'artistes. Moi, je trouve que m'imprégner de la vie d'artiste
en tant qu'enseignant de mathématiques, notamment les vies de Giorgio Vasari, m'a permis de comprendre qu'effectivement, là, il y a des éléments qui des fois nous échappent à nous, professeurs de mathématiques, impatients de voir la solution chez nos élèves, chez nous-mêmes et chez nos élèves, la solution d'un problème. Alors, il faut dire que ce que j'ai appris sont deux choses au moins. J'ai appris beaucoup de choses dans les vies, des anecdotes, des phrases, plein de choses dans les vies de Vasari qui a été traduit heureusement en plusieurs langues, donc notamment en français. C'est la lenteur, donc la place du temps pour réfléchir et les dessins préparatoires. Donc, dans la collaboration avec le Palais des Beaux-Arts de Lille, j'ai eu vraiment le privilège avec Aziz El-Qassimi de pouvoir consulter avec Cordelia Tori, qui est la chargée donc des dessins préparatoires du Palais des Beaux-Arts de Lille, d'admirer, apprécier tous les dessins préparatoires que Raffaello, ou une partie, disons une partie, hein, d'autres il se trouvent à Londres et à Vienne, des dessins préparatoires pour la Chapelle Sistine. Donc on voyait bien que tous ces grands artistes, ils travaillaient énormément à la préparation de ce qui aurait été le chef-d'œuvre final. Et ce travail d'humilité, moi je me pense que c'est un travail très important. Donc ça, je l'ai pris pour moi en tant que professeur de mathématiques. Et ensuite, le livre de Costamagna qui a été traduit en plusieurs langues, ça aussi, ça m'a ouvert. Alors, qui c'est Philippe Costamagna? Philippe Costamagna, c'est le directeur du musée des Beaux-Arts d'Ajaccio et qui a écrit donc ces livres qui, pour moi, c'était formateur. Hein. Alors, pourquoi j'étais touché? J'étais touché par ce livre parce que c'est un livre dans lequel Costamagna explique comment il est devenu expert sur certains tableaux italiens, parce que c'était un peu sa spécialité. Et notamment, il parle de cette découverte de ce Christ qu'on voit un tout petit peu ici, dans un musée de Nice. Alors, il se trouvait que Costamagna se baladait dans ce musée avec un autre ami historien de l'art, et puis finalement, ils sont finis sur ce Christ qui était un peu abandonné. Ils ont fait une demi-heure de pause devant le Christ. Chacun il s'est concentré sur tout un tas d'éléments qui sont expliqués dans les livres de Costamagna, que je vous invite à découvrir. Et à la fin, tous les deux, ils ont conclu, ils ont tiré la même conclusion sur ces tableaux. Je reviendrai après sur ces tableaux. Alors, pourquoi je pense qu'on a perdu un peu de regard en cours de route, enfin en cours de siècle, si on peut dire les choses comme ça, c'est-à-dire c'est parce qu'on a été de plus en plus vers les spécialisations. Et donc, les métiers de mathématiciens ou de professeurs de mathématiques, d'historiens de l'art ou d'artistes s'ignorent souvent entre eux. Jusqu'à une certaine époque, vous savez très bien qu'il n'était pas nécessaire de faire ces distinctions. Fermat était magistrat et mathématicien, Cardano, médecin et mathématicien. Arthur Quelet était avocat et mathématicien. Alors, Henri Poincaré, mathématicien, physicien, ingénieur, philosophe. Et puis, comment ne pas citer évidemment Léonard, artiste, ingénieur, mathématicien, philosophe, poète et géographe. Alors, à notre époque, on ignore parfois quels sont les objectifs de certaines professions. Vous pouvez faire les tests vous-même et vous verrez que certaines professions, même si les mots courent sous la bouche de tout le monde, sont ignorés par la plupart. J'ai fait les tests, par exemple, en demandant qu'est-ce qu'il fait un psychologue. Bon, mais je pourrais vous donner aussi d'autres exemples. Alors, de ce fait, les professeurs de mathématiques n'ont plus besoin de connaître l'activité de l'historien de l'art et vice-versa. Donc, moi, c'est ce que j'ai découvert. Hein. J'ai découvert que finalement, mes collègues historiens de l'art aussi ignoraient quel était quand même le travail du professeur de mathématiques.
Et pourtant, après 40 ans environ d'enseignement et 30 de recherche, j'ai fini par trouver des points communs entre l'historien de l'art et l'enseignant-chercheur en mathématiques, c'est le regard. Alors, ce mot regard mériterait bien sûr encore d'autres explications dans le cadre de cette recherche. Alors, j'ai pris quelques exemples. Alors, le temps court, je vois que bientôt Christian il va me dire d'aller vers la conclusion. Donc, je donnerai seulement l'exemple voilà, du cylindre, hein, qui par exemple peut être aussi regardé comme une surface lisse, mais aussi comme une infinité de cercles, donc des sections planes, ou comme un ensemble de droites, les droites génératrices, ou encore comme une infinité de lisses circulaires. Chacune de ces façons de voir les cylindres a un sens, apporte un sens et des points de vue nouveaux. Donc, d'où l'intérêt d'avoir tous ces points à l'esprit. Alors, justement, pourquoi il m'intéressait les livres de Philippe Costamagne? Voilà, je voulais une citation, et c'est celle-ci. Un historien de l'art peut être ému, mais aussi brillant et aussi sentimental soit-il, il ne sera pas capable de dire d'où provient son émotion et s'il fait une différence entre le 15e et le 19e siècle, ce ne sera qu'une question de culture. Il suffit d'avoir fréquenté les musées pour être capable de reconnaître un Raphaël, un Poussin, un Vermeer, un Delacroix, un Manet, un Mondrian ou un Matisse, mais l'œil est le seul à rentrer dans l'autre. Or, cette acuité du regard s'illustre dans tout un panel de métiers. Je crois qu'on a l'œil de naissance et qu'on les forme dans diverses directions. Mais il faut les former. Alors, de mon point de vue, c'est-à-dire comme enseignant de mathématiques, je ne suis pas convaincu que nous formons des œils mathématiques chez nos élèves. Nous passons, à mon avis, trop peu de temps à observer et à faire parler nos figures, nos formules, nos théorèmes. Après plusieurs lectures, dont celle citée, j'ai l'impression que les historiens de l'art passent davantage du temps à observer les tableaux que les professeurs les objets de mathématiques. Comme le précise Philippe Costamagne, in fine, l'œil est le seul à entrer dans l'œuvre. Voilà pourquoi une éducation au regard devient inévitable pour tous, pour les élèves comme pour les professeurs. Le temps passé devant un tableau mathématique, une configuration géométrique, une formule, je donnerai d'autres exemples, est important pour apprécier un théorème ou une configuration géométrique particulière. Si l'on saute cette étape, non seulement nous nous privons d'une forme de plaisir offert par les mathématiques, mais de bien d'autres choses, et j'y reviendrai. Alors, je passe sur d'autres tableaux, comme par exemple la Camera degli Sposi, mais vous voyez, Daniel Arras, en regardant ces magnifiques tableaux de Mantegna, qui se trouve à Mantoue, à Mantova, et il dit, comme je n'étais pas satisfait par ce que j'avais pu en lire comme explication, j'ai passé des heures dans cette pièce à regarder encore et encore et à essayer de comprendre ce que cette peinture nous disait ou avait dit silencieusement. La peinture m'a d'ailleurs souvent récompensé de ces heures de contemplation. C'est dans ce sens que j'entends les mots éducation. Dans le contexte que je suis en train de décrire, l'éducation au regard. Nous pouvons donc apprendre beaucoup de textes écrits par ces œils éduqués à une observation prolongée et fine des tableaux. Alors ici, vous voyez, c'est la magnifique Madonna Sistina de Raffaello, et devant lequel Arras il passa environ 1 heure devant le tableau. Et il écrit, je suis resté à peu près 1 heure à me déplacer, et à un moment donné, les tableaux s'est levé. Et là, tout d'un coup, j'ai vu la Madonna Sixtine, et je dois dire que j'ai vu l'un des tableaux intellectuellement les plus profonds de l'histoire de la peinture européenne, et si on aime et on connaît Raphaël, l'un de ses tableaux les plus émouvants. Et il termine, et depuis, je n'ai plus besoin de voir la Madonna Sixtine, elle s'est levée, et je garde à moi cette émotion. Combien d'étudiants gardent en eux des mathématiques, des formules mathématiques, des configurations géométriques devant lesquelles ils se sont extasiés? Voilà, c'est des questions que aussi on peut se poser. Alors, lorsque j'explique à mes amis que j'ai passé beaucoup de temps à contempler la configuration de Morlet, la réaction est toujours la même, l'incrédulité. Alors, pourquoi? Parce qu'un mathématicien calcule, il ne contemple pas. Quelle image peut donc avoir le public de notre discipline? Celle que nous-mêmes donnons. Alors, symboliquement, contempler des objets mathématiques en classe devant ses propres élèves, même pendant quelques minutes, est une action riche de sens, y compris pour évoquer la beauté mathématique.
Parfois, les plus curieux me demandent, mais enfin, qu'entendez-vous, mathématicien, par beauté mathématique? Alors, c'est difficile à expliquer, certainement. Lorsqu'on est ému au musée devant un tableau, au théâtre, ou après l'interprétation forte d'une pièce, ou un concert, lorsque la musique arrive à toucher la corde de nos sentiments, et en mathématiques, est-il possible de créer de telles atmosphères? Je pense que oui. J'y crois, j'en suis témoin dans mes classes, comme dans les classes où nous expérimentons. Il est nécessaire de tenter de mettre de côté la pudeur, car trop souvent, il nous empêche de montrer nos émotions. Et là, je donne d'autres exemples de configurations sur lesquelles, bon, je ne peux pas rester parce que je vois tout seul que le temps file. Et voilà, alors bon, ça, c'est le Christ dont je vous parlais tout à l'heure, le Christ du Bronzino, depuis que Philippe Costamagne, il avait trouvé au musée de Nice. Et voilà, alors il y a tout un tas d'autres disons, récits de Costamagna dans son livre. Hein. Je pense d'être devenu un grand admirateur des mathématiques et des mécanismes de son apprentissage. C'est en fréquentant de beaux théorèmes, pas nécessairement célèbres, que j'ai eu envie d'enquêter. Alors, comme dernièrement, en interviewant des mathématiciens sur leur façon de travailler, de voir les mathématiques. Alors, j'espère qu'un jour, il sortira ce fameux web documentaire où j'ai interviewé 14 mathématiciens et donc expliquer, disons, montrer qu'est-ce qu'ils entendent pour travail mathématique et par regard mathématique mes autres collègues. Le musée doit devenir son lieu d'éducation, écrit Philippe Costamagne en parlant de l'éducation des historiens de l'art. Mon musée des configurations géométriques est celui des configurations géométriques, des formules et des théorèmes. Alors bon, je passe sur l'émerveillement que j'ai pu avoir quand j'ai découvert la médiatrice, la bisectrice, la médiane et la hauteur, ou la somme des racines ou le produit des racines dans une équation du second degré. Bon, j'avais d'autres choses à vous citer, mais je voudrais avancer. Alors, là, c'est un petit parcours à différents niveaux du regard. Alors, à l'école élémentaire, ça pourrait être, par exemple, dans les calculs mentaux, hein, lorsqu'on veut effectuer 18 fois 19, hein, j'ai pris des exemples très simples, donc regardez comme 20 moins 1. Mais les problèmes de 19 comme 20 moins 1, et je vois bien d'où il peut venir aussi. C'est que quand je demande aux enseignants d'école primaire d'écrire un nombre sous différentes formes, ben, ils boudent un peu cet exercice. Ils trouvent que cet exercice est trop facile, trop simple. Alors qu'un nombre, il connaît une infinité de représentations, comme vous tous vous savez. Bon, ben, il faudrait quand même entraîner les élèves à l'écrire de plusieurs façons différentes et voir que parmi l'infinité de façons différentes, mais il y en a des fois une et une seule qui permet d'avancer dans les calculs. Mais vous avez tous en tête l'exemple célèbre de Gauss, hein, qui avait écrit la fameuse somme à trouver de 1 à 100, le premier 100 nombres, et qu'il avait écrite de deux façons différentes. Donc, à la fin, en additionnant, il avait trouvé le résultat. Mais beaucoup de professeurs des collèges, hein, ils s'arrachaient les cheveux quand il fallait transformer en produit des différences comme par exemple celle-ci que je vous propose. Et évidemment, 169, pareil, hein, il a une infinité d'écritures, il faut en choisir une, 25, il faut en choisir une. Comment la choisir si on n'a pas été pratiqué, on n'a pas eu cette éducation-là? Et puis faire du lien avec, bien sûr, l'identité remarquable nécessaire dans ces cas-là. Mais il y a d'autres situations. Bon, alors là, j'ai pris un exemple à l'université sur lequel il séchait les étudiants, c'est-à-dire démontrer que x est en relation avec y, si et seulement si x exponentielle d'y égale y exponentielle d'x. Pas seulement c'est une relation d'équivalence, qui est un peu plus facile, mais qu'il fallait préciser pour tout nombre réel x, le nombre d'éléments de la classe de x modulo r. Et là, il fallait regarder les choses différemment, c'est-à-dire il fallait étudier la fonction x sur exponentielle de x pour avoir une idée plus précise. Mais
comment trouver la primitive de 1 sur sinus x en dx, hein, si on veut encore parcourir la scolarité. Hein. Alors là, les passages qui suivent fournissent une méthode, je ne dis pas la seule pour la trouver, et bien que la nature presque inexplicable de certains passages mérite d'être regardée. Et par exemple, l'effet que sinus carré plus cos carré égale 1, ben, on peut l'utiliser pas seulement pour x, mais aussi pour x sur 2. Donc, on a avoir et utiliser l'effet que 1, justement, on peut l'écrire comme 2 sur 2, et passer de 1 sur x à travers toutes ces transformations qui, pour nous tous, sont naturelles, mais pour les élèves, sont loin d'être naturelles si déjà on n'a pas réfléchi que, voilà, les 1, des fois, ça peut être utile d'écrire comme ça, ou que la fameuse identité trigonométrique, qu'on puisse l'écrire de cette façon-là, et arriver enfin au résultat. Alors, pour ce qui me concerne, j'ai rencontré ça, cet aspect du regard aussi dans mes recherches en doctorat et ensuite. Alors, j'avais à faire, j'ai travaillé dans un domaine, c'était la géométrie algébrique et numérative, et là, il y avait à résoudre un problème posé par Cayley, de démontrer que certaines formules liées à des courbes de degré n et de genre g dépendaient que de n et de g et d'une certaine façon. Alors, il y avait des formules qui étaient connues, par exemple la formule des triséquantes en courbe qui rencontre une droite fixée, et donc ce nombre-là est donné par cette formule où h, alors h c'est un autre invariant, c'est pas le genre, c'est le nombre de points doubles apparents d'une courbe. Et que finalement on peut écrire cette même formule sous cette forme-là, et, ou d'autres formules. Alors, par exemple, Francesco Severi, mathématicien du XXe siècle, avait démontré que le nombre de coniques quadriséquentes à la courbe qui rencontrent quatre droites fixées était donné par cette formule-là. Alors, je l'ai écrite déjà sous forme de coefficients binomiaux. Pourquoi? Eh bien, parce que mon directeur de thèse avait supposé que les coefficients binomiaux, donc l'écrire ces polynômes avec la base des coefficients binomiaux, c'était plus intéressant parce qu'il trouvait qu'il pouvait avoir une interprétation géométrique. Et pourquoi il pouvait avoir une interprétation géométrique? Parce que les Barthes avaient constaté que toutes les formules énumératives considérées relatives à des faits géométriques d'intersection pouvaient s'exprimer avec des coefficients binomiaux. Et donc, par la suite, l'hypothèse se révéla juste. Alors, dans le monde de la recherche, j'ai cité les Barthes, j'ai cité ce que j'avais pu faire en géométrie numérative, mais là, c'est Grothendieck que j'aimerais bien citer parce que probablement c'est un qui a su faire sa propre éducation au regard en remettant en discussion même des notions comme des points et d'espace et arriver finalement à de nouvelles notions de points et d'espace et introduire ce que peut-être certains spécialistes qui sont parmi nous ce soir connaissent comme les schémas de Hilbert ponctuels. Alors, Grothendieck comme Einstein furent des autodidactes en matière d'éducation au regard. Et à ce sujet, je citerai la conclusion d'un bel article de Luca Barbieri-Viale sur Grothendieck qui dit la chose suivante. Grothendieck, comme Einstein, grâce à l'imitation de la conception que nous avons de l'espace, dans le sens mathématique d'une part et de la physique de l'autre, et l'innovation de notre regard sur le monde par une vision unificatrice des mathématiques d'une part et de la physique de l'autre, s'impose à nos yeux comme les mathématiciens et les physiciens qui ont révolutionné la pensée scientifique par les concepts de relativité. Donc, cette idée du regard sur les objets ou sur l'espace, comme on sait, Einstein a fait les liens entre l'espace et le temps, ben c'est quelque chose peut-être à prendre auprès de ces grands savants. Alors, Grothendieck, il avait peut-être trouvé la route pas tout seul de ces notions qu'il a introduites, comme les notions de schéma. Il y avait eu déjà, je pourrais, on n'a pas le temps, citer. C'est vrai, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, oui. Donc, bon, je vais à la conclusion. Alors, Christian, alors, je vais citer un problème sur lequel, personnellement, j'ai séché
et j'ai dû aller regarder la solution parce que, voilà, vous avez un triangle isocèle et vous avez un triangle isocèle et on peut démontrer que si vous prenez deux bisectrices BB' et CC', comme dans la figure, ces deux bisectrices ont même longueur. Mais maintenant, est-il vrai que si on a un triangle avec deux bisectrices de même longueur, alors ce triangle est isocèle? Alors là, j'ai séché et c'était le problème donc de Steiner-Lemus. Hein, et donc, bon, apparemment, Steiner, il aurait mis 40 ans pour le résoudre et vous le trouverez dans un des ouvrages d'Aziz El-Qassimi. Lui, il avait trouvé la solution tout seul. Et donc, bon, on pourrait y revenir éventuellement après. Alors, les ouvertures, et c'est léger ce qui suit. Hein. Donc, là, c'est l'ouverture, c'est ce que je trouve qui me dit ce que je cherche. Hein, une petite citation de Pierre Soulages. Ça pourrait être aussi la littérature. Alors, j'ai cité Stefan Zweig, Le prodige de la vie, parce que ça pourrait être pas seulement la peinture, mais aussi la littérature. J'avance. Je me suis autocité avec un conte que j'écris, Louis VII Ambre, dans lequel je reviens sur la notion de regard. Et puis la photographie, ça pourrait être aussi un autre champ d'étude, hein, donc Henri Cartier-Bresson, donc quelques photos de lui, ou le cinéma. Donc vous avez plusieurs films sur lesquels c'est compliqué de faire l'éducation au regard avec les films, parce qu'il faudrait étudier plan par plan, c'est beaucoup plus compliqué du point de vue logistique. Mais l'ouverture sur laquelle je conclurai peut-être, c'est la médecine, parce qu'on dit qu'on parle des tableaux cliniques. Et donc, qu'est-ce qu'un tableau clinique? C'est l'ensemble des manifestations, signes et symptômes qui se présentent aux yeux du médecin. Et dans ce sens, il contribue d'une façon décisive au diagnostic d'une maladie. Alors, des initiatives analogues ont vu le jour ailleurs qu'à Lille, et justement, il y a des universités en France et aux États-Unis où il y a une éducation au regard. Et je prends la citation de Dr Rosenbaum, cardiologue à la Pitié-Salpêtrière. En médecine, on doit regarder les signes et leur donner du sens. On parle même de tableaux cliniques. Entraîner les étudiants à aiguiser leur regard sur un tableau les aidera à être plus attentifs face à leurs patients. Et cela a été même démontré par une étude conduite par la prestigieuse université de Yale aux États-Unis. Donc, voilà, mieux que toute explication, c'est l'expérience des émotions peut-être qui révèle la poésie, un esprit prédisposé à la comprendre. Et j'ai voulu terminer avec cet ensemble, le regard de la Joconde et le Louvre, et le lynx, qui a donné le nom à l'analogue de l'Académie des sciences en Italie, avec laquelle mes collègues travaillent pour l'éducation au regard, et s'appelle l'Accademia dei Lincei. Et le mot Lincei, c'est intéressant parce que ça vient de lynx. Et justement, ça a été l'idée quand ça a été créé cette académie, une des premières en Europe, c'était que l'œil du scientifique, mais je dirais aussi l'œil d'un étudiant, doit devenir l'œil du lynx. Et ça doit passer, je pense, à travers l'éducation au regard. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Valerio. Eh bien, donc, vous pouvez poser vos questions en utilisant le micro ou le chat, si ça vous dit. Donc, je suis quand même très sensible sur le fait d'éduquer à être étonné par les choses. Voir et être étonné, je pense que c'est vraiment très, très important aujourd'hui. Alors, il n'y a pas eu de... Donc, il y a eu Anna qui a dit que le binôme de Newton est aussi beau que la Vénus de Milo. Le fait est qu'il y a bien peu de gens pour s'en aviser. C'est une citation de Fernando Pessoa. Voilà. Merci Anna. Ben, disons qu'après, il y a la remarque qu'on m'a toujours faite. Pourquoi on trouvait belle la formule du binôme de Newton, disons. Donc,
c'est peut-être là où, merci Pierre, c'est là où on sèche, disons, en tant qu'enseignant, c'est-à-dire on vise à une restitution en vue d'un examen, en vue d'une épreuve, mais moi je pense que les mathématiques portent quelque chose de très fort, comme d'autres disciplines d'ailleurs. Donc, Vas-y, Anna, tu veux parler? Et Pierre Arnaud qui demande pourquoi on trouve belle la Vénus de Milo. Ça, moi, j'aurais quelques petites idées, hein. Je pense que les hommes la trouvent plus belle que les femmes, peut-être déjà, mais c'est une piste. Il y en a qui citent aussi Merleau-Ponty. On ne voit que ce que l'on regarde dans L'œil et l'esprit vers 1960. Ouais, dans le même ordre d'idées, dans le yoga, il y a ce qui vous regarde et ce qu'on voit et ce qui vous regarde, et qui est vraiment absolument fondamental dans la pensée du yoga. et Leonardo, il disait, regarde bien parce que ce que tu es en train de voir, ça sera plus ce que tu as vu. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi une évolution du regard. Alors, Safia voulait faire un commentaire. Safia, il a écrit, je souhaite faire un commentaire. Oui, c'est lequel? Safia s'était connectée de l'audio. Donc, bon, elle doit avoir du mal à se connecter avec le microphone. Alors, je profite pour citer cet article, que je ne sais pas si vous voyez, un article de Repère IREM, Preuve et progrès en mathématiques de Thurston. Alors, dans cet article, il y a, c'est intéressant, mais bon, après je mettais 8 définitions différentes de la dérivée. Alors, il y a une question de Pierre. Oui, bien sûr qu'il y a d'autres sens mathématiques, Pierre. Et en effet, il y a je pense, les touchés aussi. Et on a, à l'IREM de Lille, en tout cas, on développe aussi parallèlement l'idée du regard. L'idée des maquettes mathématiques. Donc, aussi, il y a l'effet de sentir certaines choses. Alors, je ne sais pas si... après, il y a l'écoute, bien sûr. Bien sûr, il y a bien écouter ce qu'ils disent nos enseignants. Donc, par exemple, il n'y a pas que les regards. Tu as cité tout à l'heure le fait que les angles d'un triangle font 180 degrés. Et Georges Soto-Andrade m'a montré comment on pouvait faire découvrir ça à des élèves de primaire en dessinant un triangle par terre et en les faisant marcher le long du triangle. Oui. Et ça, c'est une autre forme de preuve et qui entraîne à d'autres considérations et qui permettent d'aller assez loin, en fait. Je suis d'accord aussi. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, il y a peut-être des choses comme ça à trouver. Le calcul différentiel aussi est rempli de choses qui viennent de la motricité. Alors, merci Patrick aussi pour cette question. Si voir comme synonyme de comprendre, c'est peut-être, moi je l'entends comme un début de la compréhension. C'est-à-dire peut-être, je donne à la compréhension un sens un peu plus vaste et peut-être même pas fini. On finit jamais de comprendre. Je peux vous renvoyer à un autre film
mais pas parce que c'est moi qui l'a fait, c'est parce que la personne qui parle est intéressante. C'est Jean-Pierre Kahn. Jean-Pierre Kahn, dans le film La Passeggiata, il dit qu'il a passé une vie à réfléchir sur les cercles. Alors, est-ce qu'à la fin de sa vie, Jean-Pierre Kahn pouvait comprendre les cercles? Sûrement beaucoup mieux que moi. Mais je crois que le mot compréhension mathématique a un sens vraiment épais. Alors, je voudrais, pas seulement pour Patrick, mais disons, je sais qu'il est sensible à certains sujets. Donc, il y a les 8 définitions de Thurston. C'est un article sur lequel Patrick Popescu-Pampou, mon collègue de Lille, a écrit sur l'image des mathématiques. Mais je donnerai aussi l'exemple des nombres complexes. Les nombres complexes, vous avez plusieurs façons de les décrire. Vous pouvez les présenter aussi comme corps de matrice, AB moins BA, c'est-à-dire les assimiler à les similitudes, donc faire un rapprochement avec les similitudes. Vous avez la forme algébrique, A plus IB. Vous avez la forme trigonométrique, R fois cosinus θ plus I sinus θ. Vous avez la forme exponentielle, R fois exponentielle de Iθ. Vous avez la forme polaire, Rθ. Vous avez la forme géométrique. Si on interprète un nombre complexe comme un point du plan, vous avez bien sûr la forme des couples de nombres réels. Vous pouvez penser aussi au nombre complexe comme un élément du quotient, du Lano-quotient, enfin, en effet, c'est encore R de x quotienté par l'idéal engendré par x carré plus 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire comprendre en mathématiques, Patrick? C'est-à-dire, la question, pour moi, je trouve, reste quand même difficile parce que les objets, c'est comme des diamants et en fonction avec 1000 facettes, et comme vous les retournez, vous découvrez autre chose. Et alors là, parce qu'Aziz, il propose un exercice, mais justement, je voudrais raconter quelque chose qui est arrivé à Aziz et moi. Un jour, un étudiant, il m'a demandé, à la fin d'un cours, de lui donner un exemple de 2 triangles différents qui ont même périmètre et même aire. Alors, je crois que j'avais plongé sur les 2 problèmes séparément et j'avais dû peut-être me poser la question sur les problèmes posés par Geoffrey, cet étudiant. Et en effet, après Aziz, il pourrait en dire un mot. Il a découvert tout un monde lié au feuilletage sur l'espace des triangles de même aire et même périmètre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire comprendre? Alors, cette idée d'épaisseur, dans l'article que je suis en train d'écrire, j'ai introduit cette notion d'épaisseur en mathématiques, et révèle toute la complexité des mathématiques. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup parler des mathématiques avant de peut-être évaluer, tester, noter, etc. Donc, je ne sais pas si, Patrick, tu veux rajouter autre chose, parce que ton point de vue aussi est intéressant. Donc, l'exercice d'Aziz. Christian, est-ce que je peux poser une question? Vas-y, Dominique. Oui, donc Valerio, bravo pour cette conférence. J'ai été ébloui au sens propre parce que tout ce que tu as dit. Mais alors, j'ai bien compris que tu as mené des élèves ou des professeurs au Musée des Beaux-Arts de Lille, c'est-à-dire dans un lieu qui fait partie de leur culture, qui a une résonance avec leur environnement. Mais dans le cas où on n'a pas un musée à proximité, est-ce que tu penses qu'on peut mener une activité avec la même intensité, la même pertinence à partir simplement de photos de tableaux, si on ne voit pas les tableaux en vrai? C'est ce qui s'est passé dans les stages, Dominique, c'est-à-dire dans les stages,
Des fois, on a pu amener les stagiaires au Palais des Beaux-Arts. D'autres fois, j'ai dû me contenter de la définition plus ou moins bonne hein, des PowerPoint. Mais sinon, tu peux aussi viser, j'en donne un exemple avant, c'est les cinémas. Et les cinémas, donc tu peux passer aussi des films. Et pourquoi je cite les facteurs, Il Postino, je ne sais pas si tu connais ces films franco-belge-italiens, eh bien parce qu'il est très intéressant dans le sens que dans le bonus de ces films, Michael Redford explique tous les plans, comment ont été faits tous les plans et pourquoi ont été faits tous les plans du film. Donc tu peux aussi utiliser le cinéma, mais tu peux aussi utiliser la photographie, s'il y a quelques photographes, ou organiser ou faire appel à aussi des photographes amateurs ou des peintres amateurs et qui ont assez réfléchi quand même sur leur travail, disons. Donc, et la littérature, oui, excusez-moi, j'ai oublié de citer un de mes exemples privilégiés en plus, c'est la littérature, parce que je cite ici Stefan Zweig, Le prodige de la vie. C'est passionnant parce que il raconte vraiment Zweig, pour les gens qui le connaissent, c'est quelqu'un qui explore les sentiments humains. Alors, il ne les explore pas avec des formules mathématiques, il les explore avec les mots. Et d'ailleurs, quand les étudiants ils me disent « Messieurs, est-ce que peut-on tout comprendre avec les mathématiques ?» Ma réponse est claire, non. Il faut les paroles, il faut les mots, sinon on serait perdu. Moi, je ne sais pas quel mathématicien peut traduire les livres de Zweig ou de Flaubert en formules mathématiques. Donc, tu peux t'appuyer aussi à la littérature. Et j'ai plein d'exemples. Hein. D'exemples, par exemple, Jack London. Hein, je ne sais pas, après, ça dépend du goût des uns et des autres. Hein, donc, le champ est vaste, disons. Donc, voilà. Alors, peut-être il y avait une question de Safia maintenant. Oui, bonjour tout le monde. Merci infiniment à Valerio. C'était magnifique, c'était magique, j'allais dire. Merci. Certes, c'est vrai, parce que j'ai eu beaucoup de remarques de la part de certains collègues. Quand je disais à mes élèves, admire la figure, regarde comme elle est belle, et surtout dans les symétries axiales en sixième, je vois que les élèves qui viennent du primaire vers le collège ont du mal à pouvoir faire les symétries axiales, centrales, etc. Et alors, je leur demandais d'assurer la figure image pour mettre en évidence le mouvement, la dynamique de la figure première figure vers la figure image, selon que. Et alors, une des remarques de mes collègues, c'est qu'ils me disaient ah oui, tu sors toujours, il faut admirer les figures, mais il faut peut-être en mathématiques, il faut emmener l'élève vers la compréhension et pas vers l'esthétique et l'admiration de la construction de la figure, au risque, il me disait, au risque de les éloigner de la compréhension de la notion en question. Donc, vous venez de répondre sur la compréhension, c'est un mot épais. Et donc, là, aujourd'hui, plus que jamais, je suis convaincue qu'on peut emmener beaucoup d'élèves pour qu'ils s'intéressent, surtout les élèves qui s'intéressent moins aux mathématiques ou qui ont eu des difficultés ou qui n'arrivent pas à voir, justement, avec le mot magique voir qu'on utilise sans savoir vraiment la profondeur. Je pense qu'avec le fait de leur dire regarde comme elle est belle cette figure, regarde, ben, tu viens de faire quelque chose de magnifique, l'inclure dedans, je pense que c'est une porte, il me semble, j'ai toujours été convaincue de ça, aujourd'hui plus que jamais, avec ce que vous venez de nous présenter, je continue à dire cette phrase au risque d'être
pas critiquer, mais que je reçoive ce genre de remarques, mais ça ne me gêne pas en soi la remarque. C'est pour dire, au fait, effectivement, le fait d'approcher les mathématiques par le regard, par la beauté de l'esthétique, de la figure, ça détourne l'élève peut-être dans les premières secondes, voire la première minute de la notion, mais ça lui permet de ne pas être focalisé sur la notion pour pouvoir un petit peu, c'est ce qui m'a semblé, mais là je l'ai toujours pratiqué, j'arrive, et ça m'a semblé que c'était une ouverture vers l'ouverture de l'élève, de soi, vers quelque chose. Alors là, il dit, je comprends pas. Et là, on arrive à échanger avec l'élève qui était bloqué dans la compréhension. Après, il arrive à dire des choses. Quand on lui dit, regarde, elle est belle la figure, tu viens de la faire, tu viens de la construire, regarde. Voilà, c'est juste une remarque pour aller dans ce sens-là et ça me réconforte. C'est une remarque importante, Safia. D'ailleurs, tu vois, j'ai pris l'exemple des médiatrices, bisectrices, médianes, auteurs, qu'on dit des droites remarquables. Et quand je pose la question pourquoi sont remarquables, c'est-à-dire pourquoi il faut les voir, pourquoi il faut les remarquer, ben, c'est pas si clair que ça. Alors, j'ai fait l'expérience suivante, des fois, je la fais même moi-même au tableau, j'ai pas honte, je ferme les yeux et je trace 3 droites. Je trace 3 droites. Eh bien, je montre que normalement, bon, si les choses passent bien, que les 3 droites, elles ne se rencontrent pas à un même point. Donc, après, on peut prendre des métaphores. Hein. Si 3 amis se rencontrent forcément sur la même place, à la même heure, au même endroit, tu vois. C'est-à-dire, c'est que des fois, je trouve, on a trop de pudeur, les professeurs de mathématiques, à montrer, comment dirais-je, une forme d'étonnement de ce qui arrive. C'est-à-dire, si on ne montre pas que 3 droites, la probabilité que 3 droites se rencontrent est presque nulle, ben alors je ne vois pas où est l'effet remarquable à observer. Elle est nulle. Elle est nulle. Mais disons, je dis presque nulle parce qu'il m'est arrivé une fois que j'ai tracé les 3 droites et c'est tombé pile. Mais s'il n'y a pas cet étonnement de notre part, comment on peut attendre que les élèves s'étonnent? C'est impossible, je veux dire, c'est impossible. La somme des racines d'une équation du second degré, que ça tombe là où elle doit tomber, donc sur ce rapport où les produits de 2 racines d'une équation du second degré, je veux dire, si on ne montre pas qu'il y a quelque chose quand même d'étonnant dans cette affaire-là, et comment on peut imaginer que nos élèves, nos étudiants s'étonnent de ça? Donc, justement, c'est la singularité qui fait que la question devient intéressante, Valério. Oui, oui, tout à fait. C'est parce que si tu prends 3 droites quelconques, elles ne se coupent jamais. Elles ne se rencontrent jamais au même point, parce que la probabilité est nulle systématiquement. Oui, oui. Mais c'est ça qui fait que la question est posée. C'est souvent, on dit, dans une question de géométrie, montrer que ces 3 droites se coupent, ou bien que ces 4 points sont sur un même cercle, etc., etc. Tu vois. Et je reviens à ma question, à l'exercice que j'ai posé quand même, parce qu'il est un peu intéressant dans un certain sens. Il s'agit de donner le maximum de triangles pour lesquels le triangle de Morley est constructible. Des exemples. Allô? Tu nous laisses combien de temps, Aziz? Non, ça, je ne sais pas, moi, c'est simplement, bon, parce que tu prends le triangle équilatéral qui est le plus sympathique, le plus joli, Oui. ben, le triangle de Morley n'est pas constructible là-dedans. Tu prends un isocèle rectangle, ben, c'est constructible. Alors, il s'agit en fait de voir, de recenser toute une collection de triangles pour lesquels ça marche comme ça. Et toi, tu es Je ne le sais pas si les spécialiste. autres qui écoutent, ils ont une… Comment? Tu es le spécialiste de ça, parce que c'est toi qui as exploré. D'ailleurs, tu pourrais dire quelque chose sur cette expérience magnifique que tu as menée sur les triangles de même aire et même périmètre. Moi, je m'étais contenté d'un exemple. Toi, tu es parti après dans les feuilletages. Donc,
Oui, parce que en fait, la question, ça a amené à une question toute naturelle. Combien y a-t-il d'écrire toutes les familles de triangles qui ont le même périmètre et la même aire? C'est la question qui est venue après celle qu'a posée ton étudiant. Oui. C'est en réalité regarder l'espace des triangles, définir deux fonctions dessus, et les variétés de niveau ou les surfaces de niveau de ces fonctions donnent les familles. Ça donne un feuilletage. C'est tout. J'ai envoyé le lien pour ceux que ça intéresse. Ouais. Merci. Merci, Aziz. Merci. Alors, peut-on parler de beauté, dit Marie-Pierre Galisson. Mais bien sûr, je pense. Il faut la faire sentir, non? Je ne sais pas. C'est aussi un peu ce qui est derrière cette conférence, qui est aussi un hommage à la beauté mathématique. Hein. Donc, je n'ai pas mis dans la conférence les différentes définitions de Thorsten que vous retrouverez sur l'article. Il me semble que Christian, il l'a cité, ou en tout cas, vous allez sur Images des mathématiques, Patrick Popescu, il en parle. Hein, donc, c'est cette richesse des mathématiques qu'on a du mal un peu à faire percer parce qu'on pense que les élèves, les étudiants, ça les intéresse peut-être pas. Mais je crois que c'est le mauvais départ. Le bon départ, c'est vraiment de croire que les élèves puissent tout au moins s'approprier un peu de ce qui est cet esprit mathématique. Parce qu'au fond, on s'en fiche que trois médiatrices se rencontrent. On pourrait dire les choses d'une façon provocatrice comme ça, mais c'est fait que ça arrive dans les triangles, et ça arrive pour quatre types d'objets comme la bisectrice, la médiane, la hauteur, la médiatrice, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, pour répondre à Marie-Pierre Galisson, si elle est encore là, je citerai, et c'est une réponse aussi à la question de Patrick Popescu, je citerai Jack London dans Martin Eden. Alors, Martin Eden, c'est quelqu'un, c'est un marin, disons, qui sauve un jeune qui est tabassé par d'autres. Et comme il est costaud, il arrive. Et donc, bon, ce jeune, pour le remercier, il l'amène chez lui et il lui présente sa sœur. Alors, Martin Eden, il tombe amoureux de la sœur de ce garçon. Mais voilà que Martin Eden, c'est un ignorant et la sœur de ce garçon, elle est très cultivée. Alors, Martin Eden achète plein de livres pour devenir cultivé, et puis il commence même à se lancer dans la poésie, dans la littérature, parce qu'il veut éblouir cette fiancée, cette fille qui est devenue après sa fiancée. Et alors, ce qui est intéressant, moi, je trouve, et c'est une réponse un peu à la question de Patrick, je le trouve dans la littérature, des fois, la réponse à ces questions sur la compréhension. Alors, je vous lis, c'est très court, hein, les passages de Martin Eden de Jack London. Martin reprit son article sur les pêcheurs de perles, qu'il tardait à finir, trop souvent distrait par ses velléités poétiques. Car il écrivait des poèmes d'amour inspirés par Ruth et toujours inachevés. La prosodie ne s'apprenait pas en un jour. Il fallait non seulement maîtriser la rime, la métrique et la structure, mais encore, et c'était là le plus difficile, ces petits quelque chose d'évasif et d'impalpable qu'il percevait dans la grande poésie et qu'il ne parvenait pas à faire entrer dans la sienne. C'était l'esprit même de la poésie qu'il cherchait sans pouvoir le capturer. C'était comme une lueur confuse, une chaude et subtile vapeur, presque toujours insaisissable. Alors, pour aller vite, je pourrais dire qu'il suffit d'échanger dans ces passages les mots prosodie avec les mots
analyse mathématique ou géométrie ou arithmétique pour comprendre où je vais en venir. En mathématiques comme ailleurs, par exemple dans la prosodie, il y a non seulement beaucoup de techniques à maîtriser, mais si l'on veut prendre de l'envol, il faut savoir capturer c'est quelque chose qui dit London d'effasif et d'impalpable. C'est que Jacques London nomme l'esprit même de la poésie. Et c'est ici, je pense, une des grandes difficultés dans l'apprentissage non seulement des mathématiques, mais de toute discipline. Faire sentir, c'est quelque chose qui va distinguer les mathématiques d'un récit bête ou d'un contrôle méchant. C'est là la beauté, je pense, des mathématiques. Ok, je pense que c'est un moment tout à fait adapté pour conclure. Eh bien, merci encore Valerio et merci à toutes et tous d'avoir participé à ce téléséminaire international. Donc, je ne sais plus exactement qui sera le suivant en juillet. Par contre, je sais que on a des choses de programmées en novembre, par exemple. Donc, puisqu'il y aura l'exploration des connaissances mathématiques de femmes migrantes journalières agricoles avec une scolarisation faible, voire nulle, au Brésil. Non, au Mexique, excusez-moi, par Diana Violeta Solares Pineda. Et donc, et il y a d'autres choses qui sont dans les tuyaux pour juillet et début septembre. Bernadette, tu peux nous le présenter? Non, je pense qu'on reprend, on avait longuement parlé de cela, et à ma connaissance, on ne reprend que début septembre. Très bien. Eh bien, donc, je vous souhaite à toutes et tous un très bel été, alors. Ben, oui, au revoir, et merci encore aux IREM et tout ce qu'ils apportent. Merci à toi d'y contribuer. Merci Valerio. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci Au revoir. beaucoup.